Bonjour et bienvenue pour cette épreuve de mind mapping de discours. On va démarrer maintenant avec notre speaker Eric Allard et vous avez jusqu'à 9h45 précise, heure de Paris, pour nous envoyer la photo de votre mind map avec votre nom à l'adresse mindmap@passionapprendre.com. C'est parti, bon courage à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Eric Allard et je suis très heureux d'être en face de vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que j'apprécie tout particulièrement, le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, les athlètes, les champions, et comment on peut s'en inspirer pour sa propre vie professionnelle et personnelle. Alors me direz-vous pourquoi le sport de haut niveau? Eh bien en fait c'est une affaire de famille chez moi. Depuis tout jeune, puisque mon père, en 1956 à Melbourne et en 1960 à Rome, a été un participant des Jeux Olympiques. Donc il était athlète en athlétisme et il faisait du lancer du disque. Et il a tout jeune participé 2 fois aux Jeux Olympiques. Donc dès ma plus tendre enfance, j'ai été baigné dans cette atmosphère du sport de haut niveau, de la compétition et de la performance. Donc très jeune, je me suis tourné vers un sport. À l'époque, j'habitais plutôt à la montagne, donc c'était le ski alpin. Et en 1988, j'ai changé de sport et je me suis lancé dans le bobsleigh. Le bobsleigh qui avait été à l'époque popularisé par un film très connu qui s'appelle Rasta Rocket et qui retraçait l'épopée jamaïcaine d'une équipe jamaïcaine de bobsleigh lors des Jeux Olympiques de Calgary en 1988. Donc c'est une longue histoire et je suis allé sur les toboggans glacés pendant pratiquement 30 ans, d'abord en tant qu'athlète au sein de l'équipe de France. Donc j'ai participé 2 fois aux Jeux Olympiques, en 1992 à Albertville et 1998 à Nagano. J'ai gagné plusieurs médailles aux championnats du monde, j'ai eu un titre de champion du monde junior et une médaille de bronze au championnat du monde senior. Et en 1988, après Nagano, j'ai une blessure qui met un terme à ma carrière, mais je voulais rester dans ce sport et donc je suis passé de l'autre côté de la barrière et je suis devenu entraîneur et manager d'équipes, de plusieurs équipes internationales, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, la France et la Suisse, ce qui m'a permis de participer à 3 nouveaux Jeux Olympiques. En 2002, donc avec la Nouvelle-Zélande à Salt Lake City aux États-Unis, en 2006 avec la France à Turin, et en 2014, ma dernière expérience olympique, à Sochi avec l'équipe suisse. Et une belle expérience puisque au final, l'équipe donc que je manageais est devenue championne olympique en bob à 2 masculin. Alors quand je dis championne olympique, les champions olympiques ne sont que les athlètes. Moi, j'étais manager, j'étais entraîneur de l'équipe, et on n'a pas ce titre de champion olympique, et c'est très bien comme ça. C'est réservé seulement aux athlètes, et lors des Jeux olympiques, ce sont seulement les athlètes qui ont les médailles et qui ont les titres, et c'est normal. Ce sont eux qui font le travail. Donc, j'ai fait ça, et après Sochi, j'avais fait un petit peu le tour. Ça faisait 26 ans que j'étais dans le bobsleigh. Finir là-dessus, c'était quand même plutôt sympa. Et je me suis tourné vers une autre aventure. J'ai créé mon entreprise et j'ai voulu proposer des conférences, du coaching et de la formation aux entreprises, aux managers, aux écoles, en mettant en avant ces fameux ponts qui existent entre le sport de haut niveau et l'entreprise et comment on peut s'en servir, comment on peut s'inspirer de ces champions pour sa propre réussite. Donc je fais ça depuis maintenant quelques années. J'ai une autre activité à côté. Je dirige en effet 2 campus d'une école de commerce qui est spécialisée dans le sport, qui s'appelle Amos. Et donc on forme les futurs experts du sport business, que ce soit dans l'organisation d'événements, type Tour de France, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, ou alors des événements plus locaux comme peuvent l'être les courses sur route, les marathons, les triathlons, etc. Ça peut être aussi au sein des clubs où on va former des spécialistes dans le marketing, dans la billetterie, auprès de stades, auprès d'enceintes sportives, auprès d'équipementiers, auprès de chaînes de grande distribution à vocation sportive. Donc voilà, on a tout un éventail de métiers liés au sport business. Et donc, lors de ce cursus qui peut durer 3 ou 5 ans, on forme nos étudiants à leur avenir dans le sport business. Et il faut savoir que de plus en plus, on a des liens qui se créent entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, puisque jusqu'à la fin des années 70,
il faut savoir que la plupart des sportifs, même ceux qui allaient aux Jeux Olympiques, étaient des amateurs. Pour une raison toute simple, c'est que si vous étiez professionnel, vous n'aviez pas le droit de participer aux Jeux Olympiques. C'était dans la charte des Jeux Olympiques. Vous étiez professionnel, vous étiez exclu des Jeux Olympiques. Alors, il existait certains sports professionnels, hein, le tennis, les sports US, quelques sports en Europe, mais la plupart des athlètes de ces années-là qui étaient champions olympiques, qui allaient aux Jeux, qui représentaient la France et les autres pays, étaient des sportifs amateurs ou semi-amateurs avec un travail à mi-temps et je m'entraînais le soir, etc. Tout a changé au début des années 80 avec l'impulsion donnée par le Comité international olympique et son président de l'époque, Juan Antonio Samaranch, qui a ouvert à la fois les Jeux aux sportifs professionnels et qui a en plus ouvert les Jeux olympiques aux sponsors. Et là, on a vu arriver les gros sponsors que peuvent être les McDonald's, les Coca-Cola, bien plus tard Samsung. On a eu à l'époque, il me semble, Visa, les cartes de paiement, etc. Et donc là, on a changé de dimension. Et dans la plupart des sports, on a vu affluer un amas d'argent qui a fait que ces structures sportives se sont tournées vers des professionnels de la gestion financière pour gérer tout ça, pour voir comment on faisait, pour rentabiliser ces sponsors, pour attirer des nouveaux sponsors. Il y a eu des nouveaux métiers qui se sont mis en œuvre. Et donc, le monde sportif a grandi en termes d'impact financier. Et dans les années 90, on a eu un effet inverse, puisque les entreprises ont commencé à se dire, on voit des clubs qui ont quand même des budgets qui sont comparables à des grosses entreprises industrielles ou logistiques ou d'activités normales. Mais en plus, le sport véhicule certaines valeurs de cohésion d'équipe, de gestion du stress, de la motivation, de la définition des objectifs, ne pas craquer sous la pression quand l'enjeu il est là, il est phénoménal. Et donc, ils se sont dit, tiens, pourquoi on s'inspirerait pas de ces personnes-là en les faisant venir dans nos entreprises pour qu'ils partagent leur vécu et qu'ils puissent inspirer nos employés. Et donc, c'est là qu'on a vu apparaître vraiment l'essor des conférenciers sportifs qui venaient en entreprise et dire, voilà, on a préparé les championnats du monde, les Jeux Olympiques, voilà comment j'ai fait, voilà comment j'ai géré les 2 mois, voilà comment j'ai géré l'ego de certaines personnalités qui étaient très fortes mais qui voulaient prendre plus de place. Et donc, le monde de l'entreprise s'est inspiré de ça. Ça a été le début et depuis, aujourd'hui, on a pléthore de sportifs qui sont conférenciers en entreprise et on a aussi également de plus en plus ce profil de sportif de haut niveau qui est recherché parce qu'on a mis à jour des transversalités, des compétences entre le monde du sport et le monde de l'entreprise, à la fois des savoir-faire, des hard skills, mais aussi des savoir-être, les fameux soft skills, qui sont aujourd'hui quand même de plus en plus mis en avant dans les entreprises. Et c'est vrai que les soft skills sont quelque chose qu'on développe beaucoup dans le sport de haut niveau et qui sont très intéressants pour ces entreprises. Et parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le sport, c'est plus seulement un amusement, même à très haut niveau, c'est un véritable enjeu économique. On peut regarder les sommes qui sont investies dans les sports majeurs, le football, le tennis, la Formule 1, les sports US. On parle de millions d'euros, de centaines de millions d'euros. Pour vous rappeler un petit peu, quand Neymar et Mbappé sont arrivés au PSG il y a quelques années, en quelques semaines, le coût des transferts pour le PSG, pour ces deux seuls footballeurs, c'était, de mémoire, 400 millions d'euros. 400 millions d'euros pour transférer seulement 2 joueurs. 400 millions d'euros. Donc aujourd'hui, il y a tout ça qui fait que ce qu'on recherche, on a dans le monde du sport du langage du monde de l'entreprise, du ROI, on cherche le retour sur investissement, on cherche à potentialiser au maximum, on cherche à trouver des partenaires sur le long terme, etc., tout en cherchant les performances sportives, exactement ce qu'on recherche dans les entreprises. Si j'investis 1 euro, j'ai envie que ça me rapporte 10, et si ça m'en rapporte que 5, je cherche quelque chose d'autre pour que ça m'en rapporte plus. C'est exactement pareil dans les différents clubs de très haut niveau, où on cherche à rentabiliser, soit en prenant l'option de la formation, et à ce moment-là, la revente de joueurs, si on parle du foot, soit dans l'achat, l'échange, gagner des trophées, et que l'institution soit plus forte que tout ça et représente une vraie valeur. Et donc, ces stratégies qu'on va mettre en place dans le monde du sport et de l'entreprise, du coup, on retrouve beaucoup de points communs. Et moi, aujourd'hui, je voudrais vous présenter
trois phases que j'estime indispensables et complémentaires dans les deux mondes de tout projet, de tout objectif. La première, c'est une phase de préparation. Vous avez ensuite une phase de production et une phase de progression. Et dans la phase de préparation, c'est là où vous allez définir votre objectif. Vous allez définir votre objectif d'une manière qui soit atteignable, motivant, mesurable, qui corresponde aux ressources, aux moyens que vous avez déjà ou que vous pouvez avoir le temps d'atteindre l'objectif, avec quand même une particularité dans le monde du sport, c'est que nous, au niveau de la temporalité, ce ne sont pas les athlètes qui décident quand est-ce qu'ils vont être jugés. C'est-à-dire que ça va être vos fédérations nationales, internationales, le comité international olympique, par exemple, qui va vous dire telle compétition a lieu à telle date. Les Jeux olympiques auront lieu en 2020, en 2018, en 2022, en 2026, etc. Et vous vous servez de ça pour faire votre planification, votre programmation sur 1, 2, 3 ou 4 années. Généralement, un cycle olympique, c'est 4 ans. Donc, on se sert de ça et ça nous aide parce qu'on sait exactement quand est-ce qu'on va être jugé. Alors d'un côté, ça nous aide, mais d'un autre côté, ça nous met du stress. Parce que sur ces sports, comme le bobsleigh, qui sont quand même des sports mineurs médiatiquement parlant, l'effet Jeux Olympiques a un effet loupe extraordinaire. Et réussir aux Jeux Olympiques peut carrément changer votre vie. À la fois sportive, en vous permettant d'avoir des moyens pour les années suivantes, mais à la fois économiquement ou même professionnellement, en ayant cet effet loupe sur vous pendant quelques minutes, quelques heures, qui va vous permettre, si vous réussissez, de changer de statut. Mais d'un autre côté, ça veut dire également que vous n'avez qu'une chance tous les 4 ans. Parce que la réalité de sport comme le bobsleigh, c'est ça. Vous avez une chance d'être médiatiquement présent partout, pratiquement sur la planète, une fois tous les 4 ans. Et si vous ratez cette échéance, vous devez attendre 4 ans. Et on sait qu'en 4 ans, il peut se passer tellement de choses, on n'est même pas sûr d'avoir l'occasion d'avoir de nouveau cette chance. Et ça, en entreprise, on le retrouve pas autant. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir sur certains éléments extérieurs qui peuvent être par exemple des salons. Votre entreprise doit participer à un salon, donc c'est vous qui vous adaptez à la date du salon. Mais sinon, quand on crée un produit, quand on lance un produit, quand on développe quelque chose de nouveau, eh bien parfois le fait que ce produit soit décalé dans le temps d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, eh ben c'est pas forcément négatif ou trop impactant pour l'entreprise. Alors que dans le monde du sport, sur ces événements-là, si vous ratez, il faut attendre la prochaine échéance et on n'est pas sûr qu'elle arrive ou elle arrive souvent bien longtemps après. Donc ça, c'est la première phase de préparation où vous allez pouvoir, en définissant un objectif qui corresponde, décupler la motivation de l'équipe et la motivation individuelle de chacun des éléments qui composent cette équipe et qui peuvent être un petit peu différentes, mais globalement, si l'objectif il est bien défini, tout le monde va aller dans le même sens. Ensuite, on passe à la phase de production où là, il va falloir agir et suivre des plans d'action qu'on aura définis, donc que ce soit du technique, du tactique, du stratégique, du savoir-être, du comportemental. Et le but qu'on doit avoir, c'est que quand vous êtes dans l'action, il va falloir que vous n'ayez aucun doute sur pourquoi et comment vous allez faire ça. Et c'est ça qui va vous permettre d'être dans la performance et de progresser, de rentrer dans la troisième phase. C'est-à-dire que au départ d'une descente de bob, pour vous donner cet exemple, à partir du moment où l'équipage démarre jusqu'à partir du moment où l'équipage s'arrête, nous n'avons plus aucun moyen de communiquer, que ce soit de manière verbale ou non verbale. C'est-à-dire que chacun des équipiers doit savoir exactement ce qu'il a à faire, du début à la fin. Ça ne veut pas dire que ce qu'il doit faire, ça doit être parfait, mais ça doit correspondre au plan qui a été déterminé à l'avance pour qu'on aille chercher quelque chose de nouveau. On va tester ça à fond, en s'investissant et en sachant quoi faire, pour qu'on puisse avoir des informations et savoir si ce qu'on a fait c'est bon ou si c'est pas bon, et qu'on puisse éventuellement ajuster et changer. Et pour ça, il faut un état d'esprit qui fasse qu'on chasse le doute et qu'on puisse vraiment s'engager à 100%. Parce que au final, le jour des Jeux Olympiques, la seule chose qu'on doit faire, c'est seulement répéter ce qu'on a déjà fait des milliers de fois. Le problème, il vient d'où ? Il vient de notre attitude mentale, parce que on est dans un environnement qui est déstabilisant, parce qu'il y a des spectateurs, parce qu'on se rend compte que ce sont les Jeux Olympiques, que c'est tous les 4 ans. Et en fait, c'est pas une habilité technique
qui nous fait rater. C'est une habilité mentale ou alors on n'arrive pas à se mettre dans un état d'esprit qui nous fait oublier l'environnement et qui nous fait nous concentrer seulement sur les gestes qu'on a à faire. Et ces gestes qu'on a déjà réussi des centaines, voire des milliers de fois. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne les réussisse pas de nouveau, si ce n'est cette attitude mentale qu'on ne va pas mettre en place par rapport à la pression extérieure. Et donc, on va avoir un résultat, échec ou réussite. Alors, l'échec, il est étudié partout, on le voit de partout, dans les livres, sur les réseaux sociaux, à la télé, comment rebondir après un échec, comment tomber 7 fois mais se relever pour une 8e fois, etc. C'est normal, on n'aime pas ça. Maintenant, je voudrais vous parler, moi, de la gestion du succès. Parce que quand on a du succès, la première chose qu'on pense généralement à se dire, c'est « Ouais, mais j'ai travaillé dur ». J'ai vraiment travaillé dur, c'est normal que j'ai du succès. C'est normal que j'ai cette médaille, c'est normal que j'ai ce contrat signé, c'est normal que j'ai réussi mes examens parce que je me suis investi. Et on peut oublier, à cause de cet état d'esprit euphorisant, de faire le bilan du succès et de mettre le doigt sur ce qui nous a permis justement de réussir et de gagner cette médaille, de réussir cet examen ou de signer ce contrat. Et c'est là qu'il faut vraiment faire l'effort, autant dans l'échec que dans le succès, de faire un bilan pour avoir un feedback sur ce qu'on a fait et ce qu'on peut améliorer pour rentrer dans la 3e phase qui est la phase de progression. Cette phase de progression qui sera avec votre équipe. Parce que quoi que vous fassiez, vous serez en équipe. Que vous fassiez un sport individuel ou que vous soyez entrepreneur individuel, vous aurez de toute façon une équipe autour de vous. Si on prend par exemple Martin Fourcade, un des plus grands athlètes français de tous les temps en termes de résultats olympiques et mondiaux, il fait un sport, le biathlon, même s'il y a des relais, qui généralement est un sport individuel. Eh bien, Martin, s'il veut performer, il est obligé de communiquer avec un préparateur physique, un préparateur biathlon, un préparateur au tir, un kiné, peut-être un diététicien, un agent sportif, etc. Et plus il arrivera à communiquer avec cette équipe, et plus il pourra être performant. Même si c'est dans un sport individuel. De la même manière, si vous êtes tout seul à gérer votre entreprise, eh bien votre équipe, ça va être vos clients, ça va être vos fournisseurs, ça va être votre famille aussi, à qui vous allez devoir expliquer que parce que vous lancez cette entreprise qui vous tient à cœur depuis des années, c'est votre rêve, eh ben pendant les quelques week-ends qui viennent, vous n'allez pas pouvoir vous occuper d'eux, mais vous allez devoir travailler les samedis, dimanches sur votre entreprise. Il va falloir que toute cette équipe soit soudée pour que vous puissiez réussir. Et tout ça, ça passe par un langage commun et trouver la communication qui vous va. Et cette communication, ça va vous permettre de gommer les divergences que vous allez avoir, les différences pour faire de toutes les diversités que vous aurez dans votre équipe une force. Parce que vous allez avoir des diversités éducatives, vous allez avoir des diversités de croyances, des divergences d'opinions, vous allez avoir des différences culturelles. Et tout ça, en fait, il faut que ce soit une force pour que toutes ces expériences que chacun dans son coin a pu avoir servent à l'ensemble de votre équipe, à l'ensemble de votre communauté. Et en sachant justement partager ces expériences pour accompagner l'autre sans forcément le juger, en disant il pense d'une manière différente, mais pourquoi il pense différemment et qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter à moi, cette manière de penser, et comment ça pourrait me permettre de mieux gérer telle ou telle situation? Et donc ces 3 phases de préparation, de production et de progression, elles peuvent être totalement les mêmes dans le monde du sport que dans le monde de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on peut gérer des clubs sportifs comme des entreprises et on peut gérer des entreprises comme des clubs sportifs avec des valeurs communes et des manières de fonctionner qui sont tout à fait semblables. Et je vous en parle en connaissance de cause puisque c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté à la fois dans le monde du sport et dans le monde de l'entreprise. Et pour finir, j'aimerais vous dire 2 petites choses. La première, c'est que tout ce que je viens de vous raconter, en fait, ça tient sur une feuille, ça tient sur une map, puisque je suis moi-même un utilisateur au quotidien du mind mapping, alors plutôt côté logiciel. Je ne suis pas très mind mapping à la main, mais je suis plutôt côté logiciel, et donc je crée des templates, je crée des choses que je peux réutiliser, à la fois pour trier les informations que je reçois et dont j'ai besoin pour être efficace dans mon travail, mais également pour transmettre les informations à mes différentes équipes. J'utilise des maps pour vraiment aller sur le spécifique, l'important, et gagner beaucoup de temps. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire pour finir, c'est que dans mon nom de famille, Allard, en fait, il y a un seul L, pas 2,
mais un seul, donc un seul L pour Allard. C'était le petit clin d'œil que je voulais vous faire pour finir. Donc je suis impatient de voir ce que vous allez produire comme map sur ce que je viens de vous raconter. Je pourrais comparer avec la mienne. Je vous souhaite bon courage, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.